Le plan d'action commerciale, c'est la réponse à la question mais que dois-je faire pour atteindre l'objectif de chiffre d'affaires que je me suis fixé cette année? Tous les dirigeants et directeurs commerciaux doivent passer par cette étape, mais comme il y a 1000 façons de faire un plan d'action commerciale, de la plus farfelue à la plus inutile, ça peut vite devenir un casse-tête de se lancer dans sa construction. Pourtant, c'est la pièce maîtresse pour réussir votre année commerciale. Dans quelques minutes, je vais vous parler de nouveaux concepts commerciaux comme les trigger events, les KPI d'intention et autres bizarreries puissantes que j'aime utiliser dans un plan d'action commercial. Je vais également vous expliquer comment faire pour dompter ce fichier que je vais vous présenter et faire participer vos équipes à la création pour vous libérer du temps et garantir une meilleure adoption. Et évidemment, comme dans presque toutes les vidéos ici, vous pourrez télécharger un modèle que je vous ai préparé, un modèle de plan d'action commercial, pour le réutiliser et tout simplement gagner du temps. Ce plan, on a mis des années à le perfectionner avec nos clients. Aujourd'hui, il est simple, il est facile à remplir, mais ça a été au prix d'heures de travail et de nombreux essais. Grâce à cette vidéo, vous ne serez pas obligé de passer par les mêmes étapes et de réinventer la roue. Donc si vous êtes prêts et concentrés, plan d'action commercial, mode d'emploi, c'est parti. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Quentin Despas, je suis un ancien directeur commercial dans le SaaS, la vente complexe en général. Et aujourd'hui, j'aide les dirigeants et leurs commerciaux à craquer le code de la vente pour accélérer commercialement. Alors je le fais ici, sur cette chaîne YouTube de vulgarisation, où je simplifie des concepts avec vous, mais ici via Mime, la société que j'ai montée, qui accompagne chaque jour des entreprises B2B dans leur quête de croissance. À l'heure où je vous parle, on en a accompagné plus de 120 et on est hyper fiers d'avoir réussi à provoquer des changements commerciaux chez eux. Partie 1, la base du modèle, les 5 Sales Virtues. Bon allez, pas de théorie, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Si vous faites un plan commercial, normalement, c'est que vous savez déjà où vous voulez aller. Et quand je dis où, je devrais plutôt dire combien vous voulez aller. Car votre plan d'action commercial, c'est la réponse à comment allez-vous atteindre l'objectif commercial que je vous ai fixé, on se l'est dit. Et si vous n'êtes pas encore fixé d'objectif commercial, je vous recommande ma vidéo sur comment fixer de bons objectifs avec la méthode de l'ascenseur. Pour votre plan d'action, donc, on va utiliser un modèle qui est la matrice MIME. C'est un modèle unique que j'ai inventé et je préfère vous le dire tout de suite parce qu'il y a une recrudescence de petits voleurs en ce moment qui s'amusent à s'approprier notre contenu un petit peu partout, mais bon, il paraît que c'est bon signe quand on commence à se faire copier. Comment fonctionne la matrice que je vais vous montrer? Si vous vous souvenez, dans ma vidéo pour les directeurs commerciaux, je donne les 5 Sales Virtues. Ces 5 vertus commerciales, ce sont les 5 domaines à maîtriser pour avoir votre département commercial qui soit performant. Ce sont 5 catégories que vous devez avoir réfléchi et remplir pour construire le plan d'action commercial qu'on va voir aujourd'hui. Donc comment fonctionnent ces 5 vertus, c'est hyper important de le comprendre, donc on va les parcourir ensemble. La première des vertus chez Mime pour un département commercial, c'est la stratégie. La stratégie, si on veut faire simple, c'est où est-ce qu'on va et c'est aussi combien, entre guillemets, on y va. C'est le chiffre d'affaires qu'on veut faire cette année. Je vous avais fait une vidéo la semaine dernière pour vous expliquer comment bien fixer son objectif de chiffre d'affaires. Donc je vous invite à aller la voir pour avoir du détail sur cette partie stratégie. Attention ici, je vous donne une astuce pour bien fixer votre stratégie. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est d'analyser les leads reçus versus les leads signés, les pistes. En fait, ce que vous allez regarder, c'est les canaux d'acquisition des leads que vous arrivez à générer, donc les demandes de rendez-vous, si on fait simple. Vous allez regarder comment elle est répartie. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les rendez-vous que vous allez réussir à obtenir, il y a 30% qui viennent du bouche à oreille. Alors, c'est pas 30%, ça c'est plutôt 25%, mais voilà. Peut-être qu'il y a 25% qui viennent de l'email et qu'à la fin, il y a 50%, c'est de la prospection téléphonique. Ça, c'est intéressant, c'est les leads qui rentrent. Mais l'autre analyse hyper intéressante, c'est que vous regardiez la source des leads que vous avez gagnés. Souvent, on fait l'erreur, on regarde les leads qu'on arrive à avoir, où est-ce qu'on a le plus de rendez-vous, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les leads qui se transforment en clients. Et ici, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, je sais pas, 66% des leads que vous gagnez, c'est le bouche à oreille. Et que le reste, c'est un mélange entre le call call et les envois d'email. Et donc ça, c'est hyper important de se rendre compte pour savoir sur quoi mettre l'accent pour l'année à venir. Deuxième analyse qui peut être intéressante, c'est l'analyse des points d'entrée et points de sortie. Les points d'entrée et points de sortie, ça vous permet de savoir qui cibler pour gagner les affaires. Généralement, on prospecte certains types de personnes, mais à la fin, on a des rendez-vous avec un autre type de personne, et encore, la personne qui signe l'affaire, on est en B2B vente complexe, c'est une autre personne. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder à nouveau les statistiques de quel est le poste du premier interlocuteur, la personne à qui vous parlez en premier généralement, et quel est le poste de la personne qui signe les affaires généralement. Si c'est pas la même, quand vous allez faire votre prospection, en vous référant sur toutes les affaires que vous avez gagnées sur les années passées, vous allez pouvoir mieux décider quel est le meilleur choix de poste à prospecter pour réussir à faire des rendez-vous qui se transforment en vente. Donc point d'entrée, point de sortie, ça peut beaucoup vous aider. Donc là, je vous laisse faire à votre manière l'analyse stratégique. Une fois que vous avez votre stratégie, le où et le combien, là, il va falloir travailler sur vos processus. Les processus, c'est simplement le quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais que je vais aller là-bas.
qu'est-ce que je dois faire pour y aller? Un processus, ça peut s'exprimer de plusieurs manières. La première, c'est un logigramme que je vous mets ici. Donc en fait, c'est le chemin avec un arbre de décision et différents parcours qu'on peut avoir. Et puis la deuxième, c'est simplement comme une notice, un manuel. D'abord, je dois appeler, ensuite, je dois consigner dans le CRM, etc., etc. Le quoi, il est important pour que les équipes soient guidées et que ce soit clair sur ce qui est attendu d'eux. Ça ne doit pas être un peu dans l'inconscient collectif et que chacun puisse l'interpréter. Une fois qu'on connaît le chemin, il va falloir faire attention à qui et avec qui on va le prendre. Donc ici, c'est la partie équipe et la partie management. Et donc là, on est sur le qui. De qui est-ce que j'ai besoin pour exécuter ces processus? Alors, est-ce que c'est d'abord les processus dans la pyramide ou l'équipe? Tout ça s'alimente un peu. Est-ce qu'on construit des processus autour d'une équipe ou est-ce qu'on construit l'équipe autour des processus? Ça dépend un peu dans l'ordre dans lequel chacun est arrivé. Mais grosso modo, c'est important qu'il y ait une cohérence, une homogénéité, une harmonie dans ces deux choses. Qui sont les gens qui vont exécuter telle ou telle tâche afin d'arriver au où et au combien à la stratégie? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a après ça? Il y a une étape très importante qu'on a tendance à négliger. C'est la partie méthode, et formation. La méthode et la formation, on va faire comme ça, c'est le comment. Le comment, il est hyper important pour les commerciaux. Ne pas donner le comment aux commerciaux, c'est comme aller voir des musiciens sans leur donner de partition pour jouer une symphonie. Ça fonctionne pas, c'est à vous d'écrire la partition et de la donner à vos musiciens pour qu'ils l'interprètent la mieux possible. Les commerciaux, ce sont des interprètes. Chacun va y mettre de son style, mais on a une partition commune à jouer. Donc le processus, c'est qu'est-ce que je dois faire? Et la méthode, c'est comment je fais chacune de ces choses précisément. C'est-à-dire qu'on va pas juste dire, il faut que tu passes un appel de qualification. On va dire, l'appel de qualification, ta première phrase, ça va être ça, ta deuxième phrase, ça va être ça. Si le prospect te dit ça, tu peux lui répondre ça, etc. On rentre dans le détail de la méthode. C'est hyper important. C'est l'une des raisons qui fait que les premiers commerciaux peuvent mettre beaucoup de temps à réaliser leurs objectifs parce qu'ils doivent trouver par eux-mêmes cette méthode, ils doivent trouver par eux-mêmes ce comment et ce n'est pas leur job, ce n'est pas à eux d'écrire la symphonie. C'est à vous de le faire. Alors, vous pouvez attendre qu'ils la trouvent eux-mêmes, mais vous allez perdre beaucoup de temps. Et après, entre les commerciaux, il n'y aura pas d'homogénéité. Et ça, c'est dangereux parce que vous savez bien qu'entre les commerciaux, certains font des choses mieux que d'autres. Et donc, du coup, si vous rassembliez toutes ces bonnes pratiques en une méthode interne à respecter, c'est là que vous pouvez maximiser la performance de l'équipe. Et à la fin, et seulement à la fin, qu'est-ce qu'on va voir dans ces 5 vertus commerciales? Eh bien, ce sont les outils. Les outils, c'est le comment mieux, comment on fait mieux. Les outils, ça n'a du sens qu'à la fin, parce que l'outil sert à faire plus rapide, plus facile, automatiquement, avec une meilleure qualité. Mais l'outil n'a de sens que quand on sait déjà où est-ce qu'on va, quand on sait combien on va faire de chiffre d'affaires, quand on sait ce qu'il faut faire pour y arriver, avec quelle équipe, quelle méthode l'équipe va utiliser. Et là seulement, on va réfléchir aux outils, aux CRM, aux outils de productivité et de plus en plus évidemment à tous les outils d'IA qui sont en train de pousser comme des champignons. D'ailleurs, on ne fait pas exception à la règle. Je vous invite à essayer le Note. C'est un entraîneur virtuel aux objections. C'est un coach que vos commerciaux peuvent utiliser gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Ça vaut le coup d'essayer. C'est assez impressionnant la qualité du feedback qu'on peut recevoir. Et donc, qu'est-ce que je vois ici? Je retrouve ma pyramide de la performance commercial, aka mes 5 Sales Virtues. Si vous voulez en savoir plus sur les 5 Sales Virtues, j'en parle dans la vidéo sur les directeurs commerciaux ici. Bon, là, normalement, vous avez compris que le dessin, c'est pas vraiment mon truc, donc avec un coup de baguette magique, normalement, on arrive à retrouver le modèle un peu plus propre qui sera la base de notre plan d'action commerciale. Souvenez-vous, on est là pour ça, on est là pour faire un plan d'action commercial. Alors cette pyramide, elle vous paraît peut-être toute simple, mais elle est très puissante. La puissance de ce modèle, c'est que c'est une catégorisation parfaite. Ces 5 domaines et leurs sous-catégories, ils ont été réfléchis pour être mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs. Mutuellement exclusif, ça veut dire qu'une seule idée ne peut pas aller dans 2 catégories en même temps. Et collectivement exhaustif, ça signifie qu'à E5, on peut ranger l'intégralité des activités d'un département commercial. C'est donc une catégorisation parfaite. Mutuellement exclusif, collectivement exhaustif, c'est ce qu'on appelle le concept MISI. Les consultants qui nous écoutent auront reconnu ce concept très utilisé aujourd'hui en cabinet. Voilà, et si ce concept vous intéresse, vous pourrez le retrouver dans le livre de Barbara Minto qui s'appelle The Pyramid Principle. Voilà, c'est un livre que je recommande à tous ceux qui aiment les raisonnements et la résolution de problèmes structurés. Votre plan d'action va donc se jouer dans ces 5 catégories, sachant que la stratégie, normalement, elle est déjà bien avancée. Bah oui, vous n'allez pas créer un plan d'action alors que vous n'avez même pas de stratégie. D'abord, on vise et ensuite, on tire. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein. Bah oui, bien sûr. Donc dans notre plan d'action commercial, on voit apparaître
nos 5 vertus commerciales, la stratégie, les processus, les teams et le management, l'équipe, la méthodologie et les outils et tout ce qui concerne la productivité. Mais on voit ici qu'il y a 3 parties qui sont cachées avec un tout petit message subliminal en rouge. Donc oui, j'en profite pour vous dire que si cette vidéo et les autres que vous avez vues vous ont aidé, et ben vous pouvez aider la chaîne à votre tour en vous abonnant. Ça envoie le message à YouTube que le contenu est intéressant pour certaines personnes. Quand on a mis ça en place chez Mime, on s'est dit bon c'est super, mais le problème c'est que c'est pas suffisant. Il manque un bout. C'est pour ça qu'on a ajouté le processus de vente. Le modèle initial ne suffit pas parce qu'avec les différentes activités et les rôles des différentes personnes, on peut vite s'y perdre. Le travail de prospection, il n'a rien à voir et il ne se mesure pas de la même manière que le travail de qualification ou même de contractualisation. Il manquait en fait une couche de granularité. Et ce problème, on l'a réglé de manière très naturelle et c'est en ventilant nos 5 vertus commerciales dans le cycle de vente des entreprises. Et là, ça devient hyper intéressant parce qu'on a un modèle qui reste simple mais qui est précis et digeste pour chaque partie prenante du département commercial. Et donc naturellement, ici, je vois apparaître mes étapes du processus de vente. Alors là, j'ai mis 5 étapes classiques pour que vous puissiez un maximum vous y reconnaître. On commence par prospecter, on obtient des rendez-vous. Ces rendez-vous, on va les qualifier pour être sûr qu'on passe du temps avec les bonnes personnes. Ensuite, on va faire le premier rendez-vous plus long, on appelle parfois l'entretien de découverte. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'entretien de découverte, ça vous intéresse. Ensuite, l'évaluation, la mise en tension. On appelle ça comme ça, vulgairement, d'ailleurs c'est écrit. Les gens appellent ça le closing. C'est tout ce qui se passe entre la fin du rendez-vous de découverte jusqu'à l'accord verbal que l'on va s'engager. Il peut se passer plein d'étapes en fonction de la complexité des ventes que vous connaissez, mais globalement, cette mise en tension, elle va entre ces 2 étapes. Et puis la dernière partie très importante, c'est la contractualisation, les détails administratifs, des achats, de l'IT, pour enfin signer le contrat et pouvoir sonner la cloche. Donc grâce à cette décision de ventiler nos 5 sales virtues dans le processus de vente, on va maintenant pouvoir diviser l'objectif global de chiffre d'affaires en sous-objectifs. On construit une route étape par étape. Et ça, on va pouvoir le déléguer chaque petit bout à différentes parties prenantes de notre département de vente. Et tout d'un coup, tout est plus clair. Donc là, dans le co-modèle, on comprend facilement qu'on est face à un tableau, une matrice, dans laquelle on va pouvoir se poser la question, mais quels sont mes processus de l'étape prospection? Qu'est-ce que j'ai à faire? Quelle équipe ici va s'assurer de réaliser les rendez-vous? Et d'ailleurs, comment est-ce que je vais former ici ces personnes à la méthodologie? Est-ce que je vais faire des formations une fois tous les ans? Est-ce que je vais en faire toutes les semaines? Vous connaissez mon avis sur la question, hein, c'est un petit peu de temps en temps, c'est bien plus performant qu'un énorme shoot de 3-4 jours de formation tous les 6 mois. Au mieux 1h30 par semaine, c'est beaucoup plus performant. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande et qu'on vend à nos clients chez Mime. Parce qu'à ISO budget, la restitution des connaissances et l'application sur le terrain, elle est largement meilleure. Ça a été 1000 fois prouvé, notamment via la courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous laisserai aller regarder. Mais grosso modo, ce que ça dit, c'est que 80% de ce qu'on a appris est oublié en 24 heures si on ne le répète pas régulièrement. Donc avec les formations très courtes, en 3 jours, 2 semaines après, la plupart qui est déjà oublié. Et puis l'application sur le terrain, je n'en parle même pas. Bon, et donc on continue, par exemple les outils. Quel outil je donne à mes commerciaux, je mets à la disposition de mes commerciaux pour prospecter? Et lesquels ont-ils pour bien réaliser leur meeting? Est-ce qu'ils ont les présentations? Est-ce qu'ils ont les pitchs? Donc là, on voit que déjà, on va pouvoir faire un plan qui est granulaire, pas trop, parce que sinon on s'y perd, mais suffisamment pour apporter de la matière et créer de la performance aux bons endroits. Ça permet en amont aussi d'identifier s'il y a des trous dans la raquette. Il y a peut-être des cases pour lesquelles on n'a pas de réponse, on n'a rien fait aujourd'hui pour les commerciaux. Est-ce que vous avez une stratégie pour la mise en tension que vous pouvez proposer à vos commerciaux? Alors vous voyez, hein, c'est hyper puissant, on est presque sur un super modèle, mais il manque une dernière pièce pour que notre plan d'action soit complet. Il faut organiser le tout. Ces choses-là, il faut les penser en avance, il faut les faire. Et là, pour moi, il manque 7 ingrédients clés qu'on va rajouter tout de suite. Donc d'abord, l'objectif qu'on voit apparaître ici. Quel objectif je me fixe, par exemple, pour l'étape de qualification? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça sert à quoi cette étape? Ça sert à trier les intéressés et intéressants des autres prospects. Oui, vous savez, il y a des gens qui sont intéressés par vous, mais en fait, ils ne sont pas intéressants pour vous. La qualification, ça sert à ça. Et il faut que toute l'équipe, elle soit alignée sur ce que ça veut dire. À quoi ça sert la prospection? La prospection, ça sert à vous faire connaître aux bonnes cibles. Chacun d'entre vous, dans chacune de vos entreprises, vous allez avoir des objectifs qui sont légèrement différents et c'est important que toute l'équipe soit alignée là-dessus. Deuxième ingrédient qu'il faut rajouter, c'est les owners, les propriétaires des étapes. Qui est responsable de faire connaître votre entreprise aux bonnes cibles? Et ça, il faut le définir et que ce soit clair pour tout le monde. Ça peut être des noms de postes, par exemple le SDR Team Leader, il est responsable de cet objectif, lui et son équipe. Ici, on voit que c'est plutôt les account exécutives qui sont responsables de commencer les premiers rendez-vous, mais aussi
de réaliser la mise en tension et parfois même la contractualisation. Vous voyez, il y a cette séparation de plus en plus commune dans le processus de vente des rôles. Parfois, c'est une personne qui est responsable de tout, mais ici, c'est très important de savoir quel rôle est responsable de quoi, de où à où. Et ça va être clair et puis ça va rendre les gens responsables. Toi, SDR Team Leader, tu vas faire connaître l'entreprise aux bonnes cibles. Et d'ailleurs, comment ça s'appelle une bonne cible? On arrive donc à notre troisième ingrédient. C'est le nom, le libellé qu'on donne du lead dans le CRM. Votre piste, comment elle s'appelle quand elle est à cette étape. Dans notre exemple, la cible qui est dans l'étape prospection, chez nous, ça s'appelle un prospect. Celle qui va monter dans l'étape qualification, on lui change son libellé, ça s'appelle un MQL, Marketing Qualified Lead, etc., etc. Et là, vous créez un vocabulaire commun pour toute l'équipe. Maintenant arrive une étape très importante, c'est le KPI, l'indicateur de succès que vous allez utiliser pour mesurer la réussite de cet objectif par cette équipe. Et donc, on se fixe les KPI. Les KPI peuvent être de deux natures. Ça peut être des KPI d'intention. Les KPI d'intention, c'est l'énergie que vous mettez dans la machine. C'est des KPI dont vous êtes le seul responsable. Personne, à part votre force de travail, ne peut vous empêcher. Par exemple, combien de personnes je vais contacter, combien d'emails je vais écrire, combien de coups de téléphone je vais passer. Ça, c'est un KPI d'intention. Personne ne peut vous empêcher. Et puis ensuite, il y a les KPI de résultats. Combien de rendez-vous je vais obtenir, combien de deals je vais gagner. Ces KPI, vous n'êtes pas le seul à les maîtriser. Il y a aussi l'autre partie, c'est-à-dire vos clients qui ont un impact dessus. Mais n'ayant pas le pouvoir dessus, certes, c'est important de les connaître, mais pour piloter votre activité au quotidien, il vaut mieux savoir combien vous mettez dans la machine, le nombre d'appels, l'effort de prospection, pour savoir si vous êtes dans les clous ou pas, parce qu'il va y avoir un rendement, une valeur de transformation qui va faire qu'automatiquement ça devient des résultats. Vous, votre seul impact, votre seul point d'accroche, c'est de mettre beaucoup dans la machine. Parce que si vous mettez beaucoup dans la machine, avec le bon niveau de qualité évidemment, il y a beaucoup qui va en sortir. Vous ne pouvez pas décider de combien on sort, mais vous pouvez décider de combien vous en mettez. C'est la différence entre les KPI d'intention et les KPI de résultat. J'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, mais c'est très important. Généralement, quand une équipe commerciale pas mature, on va surtout la piloter par les KPI d'intention et de moins en moins pour laisser place aux KPI de résultat parce qu'ils se connaissent bien. Et ça, c'est à vous de gérer en fonction de la spécificité de votre entreprise et de vos équipes. Ces KPI, ils ont un nom, c'est super, mais maintenant, il faut leur donner une valeur. Combien on vise pour l'année? La valeur cible. On va l'écrire ici, comme ça, elle est claire pour tout le monde. Je prends un exemple factice ici, et on va voir le déroulé, la cascade des objectifs, que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans la vidéo sur les objectifs. Je vous la présente et je vous donne même le calculateur pour pouvoir définir quels sont ces chiffres. Et puis, une fois qu'on a la valeur cible, on veut les ratios, donc les taux de transformation. Entre 345 opportunités en évaluation et 100 qui seront passés en contractualisation, j'ai donc 29% de taux de transformation. C'est des ratios qui sont intéressants à connaître pour piloter l'activité et pour voir votre marge de manœuvre en termes de progression. Et pour finir, sans doute ce qu'il y a de plus oublié dans les plans d'action commerciale, c'est le concept de trigger event. Le trigger event qui apparaît ici, c'est l'événement qui déclenche le passage d'une étape du cycle de vente à l'autre. Ce qui va faire passer un prospect de l'étape prospection à l'étape qualification, c'est qu'il est demandé formellement à discuter avec un commercial, qu'il ait validé cette chose-là. Ça, c'est des pistes qui doivent être objectives. On ne peut pas passer un prospect d'une étape à une autre si on n'a pas des choses qui sont concrètes, identifiables, qui sont indiscutables dans le département commercial. Et si on peut les prouver, les pister en les mettant dans le CRM, c'est encore mieux. Le trigger event, c'est l'événement déclencheur qui va faire qu'on passe effectivement le prospect d'une étape à l'autre. Il faut les penser, il faut les réfléchir, il faut les écrire. Comme ça, il n'y aura plus de subjectivité quant à la manière dont les commerciaux déplacent le lead dans votre pipeline de vente. Et oui, et ça va vous faire avoir des prévisions de business qui sont beaucoup plus claires et aussi des next steps pour les commerciaux qui sont plus clairs parce qu'ils savent ce que le prospect doit faire, à quoi il faut l'inviter pour passer à l'étape d'après. Donc ces trigger events ici, ils sont importants. Par exemple, à la qualification, il faut que le prospect, il présente factuellement au moins 3 sur 4 critères de qualification. Alors, quels sont les critères de qualification? Comment on les demande? Et bien ça, on le voit dans la suite ici de notre tableau de notre plan d'action commerciale. Maintenant que vous êtes abonné, puis si ce n'est pas fait, je vous laisse encore un peu de temps pour le faire, et bien on retrouve notre plan d'action commerciale qui vous suffira de remplir. Avec ces pièces manquantes, vous pouvez désormais réfléchir au découpage de l'objectif, répartir les responsabilités dans votre équipe et mieux déléguer, aligner l'équipe sur votre vocabulaire interne et mieux communiquer, mais aussi mesurer l'avancement de l'équipe pendant l'année pour être plus proactif sur les chiffres et maximiser vos chances d'atteindre les objectifs. Ça va vous permettre de mieux configurer votre CRM et d'objectiver l'avancée des affaires dans le pipeline. Ça fait beaucoup, mais tout ça, c'est réel et c'est grâce à ce plan d'action commercial. Là, maintenant, vous l'avez, vous avez le squelette de votre plan d'action. C'est à vous de jouer, seul ou en équipe. Moi, je vous recommande de le faire en équipe. C'est plus responsabilisant, c'est plus facile à faire tenir dans le futur parce qu'avec la vision de votre équipe et la vôtre, vous allez sans doute ajouter des choses intéressantes à ce plan et ce serait dommage de s'en priver. L'intelligence collective, ça compte. Pour vous aider, je vous ai mis en gris les questions que vous pouvez vous poser chaque fois dans chacune des cases. C'est un petit coup de pouce
pour lancer la machine, pour lancer la réflexion de votre côté. Et puis vous pouvez écrire en blanc en dessous ce que vous avez déjà ou ce que vous devez ajouter, faire pour que votre matrice, votre grille, elle soit complète et que le plan d'action, il soit clair. Si on fait un exemple ici, j'ai mon meeting. Quel processus vous avez mis en place pour réaliser les meetings chez vous? Parce que ces premiers rendez-vous, ces rendez-vous de découverte, ils doivent être structurés. C'est pas juste va faire un rendez-vous. Comment ils doivent faire les commerciaux? C'est quoi le rendez-vous le plus efficace chez vous pour générer de la vente? Et donc, non seulement il faut un processus, mais derrière, il va falloir aussi ici une méthodologie. Est-ce que je les ai formés? Quand est-ce que je les forme? Comment ils réalisent la première étape? Si la première étape, c'est la préparation, ok. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une préparation de rendez-vous? Où est ma checklist? Qu'est-ce que je dois dire quand je me présente en rendez-vous? Est-ce que j'ai un exemple, un script qui puisse m'y aider? Tout ça, c'est des sujets, c'est des questions que vous allez vous poser grâce à cette matrice. Prenons un autre exemple, la qualification. Qui je fais travailler sur la qualification? Est-ce que je mets des SDR? Est-ce que je mets des ADV? Est-ce que je mets les commerciaux directement? Je dois savoir quelle équipe est en charge de la qualification, comment je la manage, sur quel KPI. Vous retrouvez les grands traits ici au niveau équipe de ce que ça veut dire la qualification, mais derrière, il va falloir décliner. C'est quoi ma strate de qualification? Quel processus je propose, etc. etc. C'est pas grave si vous n'en avez pas. Au moins, vous le savez, vous allez pouvoir l'ajouter à un projet durant l'année, de le créer parce que vous en avez besoin. Au dernier exemple, dans ma prospection, qu'est-ce que j'ai comme méthodologie? Comment je forme mes commerciaux? Qu'est-ce qu'ils doivent dire quand le téléphone décroche et que le prospect dit « Allô » Est-ce qu'ils sont formés très régulièrement à ça? Est-ce qu'ils savent? Est-ce que les techniques sont homogènes? Les commerciaux, parfois, ils utilisent 10 techniques différentes alors qu'il y en a un qui a des meilleurs résultats que tous les autres. Qu'est-ce que lui, il fait? Est-ce qu'on ne peut pas l'identifier et en faire une méthode sur laquelle on va former les commerciaux régulièrement toute l'année et vérifier qu'ils appliquent la méthode avec tous les outils? On arrive ici, qu'on peut utiliser pour faire de l'écoute d'appel et du coaching sur la prospection téléphonique, en l'occurrence dans notre exemple. Alors après avoir bâti votre stratégie, vous avez maintenant la méthode pour vous aider à construire le plan d'action associé, celui qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs cette année. Vous avez tout un tas d'autres vidéos sur la chaîne que vous pourrez utiliser pour continuer de progresser en vente. Je vous souhaite de réussir, je vous souhaite d'avoir la croissance que vous voulez et surtout, je vous souhaite d'excellentes ventes. À la semaine prochaine.